Diamant est un éboueur de l'occulte. Depuis plusieurs siècles, il traverse notre monde sautant de corps en corps au gré des aléas de l'histoire. À chaque nouvelle mort, il investit une nouvelle enveloppe s'accaparant son physique, mais aussi son passé et son futur. Après avoir égoïstement profité de ce don durant plusieurs vies, il s'emploie aujourd'hui à essayer d'aider son prochain à faire face aux menaces qui dépassent notre entendement. Intarissable sur ses aventures, il en est le meilleur conteur. Sortir fut l'enfance de l'art. Les gardiens étaient tellement occupés à essayer de contenir la révolte de leurs prisonniers devenus incontrôlables qu'ils n'imaginaient même pas devoir surveiller une éventuelle évasion. Mais il ne s'agissait que du début de mon calvaire. Toujours dissimulé sous le manteau de fourrure que j'avais ramassé par terre, je quittais le bâtiment tant bien que mal, essayant à toute force de ne pas perdre conscience. Je m'éloignais en titubant de mon lieu de détention, m'appuyant contre les murs qui croisaient ma route pour aider mes jambes vacillantes et ne pas m'effondrer au sol. Au bout d'un temps qui me sembla une éternité, la clameur de panique que j'avais laissée derrière moi ne fut plus qu'un murmure et je quittais définitivement les sordides allées de la banlieue où je me trouvais pour rejoindre une artère plus passante. Je hélais un taxi de passage. La chance avait voulu que mon manteau, en plus de me donner une allure plus propre à faire s'arrêter les chauffeurs de taxi, soit bourré de liasses de billets. À peine le véhicule avait-il démarré que je perdis une nouvelle fois connaissance. Des serpents rampaient sous mon crâne et mordaient en pleine dent mon cerveau. Comme 1000 aiguilles électriques, un clown retentissant me replongea dans mon passé. Je baissai instinctivement la tête comme pour éviter un éventuel éclat. Une odeur d'urine, de crasse et de boue m'emplit les narines. Autour de moi, des regards fatigués, effrayés et résolus. Le ciel était gris et la terre sombre, comme gorgée du sang d'innocents. Je reconnus la Marne, alors que je sentais une main réconfortante se poser sur mon épaule. C'était celle de l'adjudant-chef Hans Gorki. J'avais fait sa connaissance au début du conflit, un homme intègre comme on n'en faisait plus. Contrairement à moi, il s'était engagé volontairement pour défendre son pays, convaincu que les Rouges étaient une menace pour le monde entier et que c'était le devoir de tout homme de les combattre. Souvent, il se plaignait d'ailleurs de ne pas pouvoir botter lui-même quelques culs bolcheviques au lieu de s'en prendre aux Français. Mais tel était le plan. Si j'avais bien tout suivi, un certain général Schlieffen avait décrété que le seul moyen de vaincre les cocos, c'était de les isoler de leurs alliés au plus vite. C'était comme ça que je m'étais retrouvé mobilisé en France. Une guerre sale, mais qui tournait en notre faveur jusqu'alors. Sous les ordres de Gorki, nous avions franchi la Marne et n'avions pas perdu une seule bataille. Il faut dire qu'ils étaient plutôt durs à louper les Français avec leurs jolis petits pantalons rouges. Mais nous étions bien les seuls à le penser et l'adversaire nous avait finalement acculés dans la région de Villers-Cotterêts. Cette journée avait des allures de fin du monde et je ne voulais pas la revivre, car je ne savais que trop bien comment elle se terminait. Après un discours galvanisant de Gorki, nous partîmes tous à l'assaut des lignes françaises, la baïonnette au clair. Les obus explosaient de tous côtés, j'entendais mes compagnons de lutte tomber les uns après les autres, jusqu'à ce qu'un obus explose à ma gauche. L'adjudant se pencha vers moi. « Tu ne vas pas mourir. Rassure-toi. » me dit-il. Une phrase qui sonnait comme une sentence. 1000 voix semblaient la prononcer en chœur à travers le trottoir. Une nouvelle explosion retentissait. Je tombais au sol face contre le trottoir et je repris conscience. Le chauffeur de taxi hurlait contre moi et je compris que nous étions arrivés et qu'il avait essayé de me réveiller. La banquette était couverte de mon sang. Il criait comme un putois qu'il n'aurait jamais dû prendre une clodo. À peine avais-je sorti mon rouleau de billets qu'il s'en empara avant de disparaître. J'usais de mes dernières forces pour me relever et rentrer chez moi. Je laissais une traînasse ensanglantée sur le digicode, m'effondrais à moitié dans l'ascenseur, trouvais ma clé de secours tant bien que mal et m'évanouis à peine le seuil franchi, laissant la porte claquer derrière moi. Le vide se fit dans mon esprit, un vide douloureux comme une vie volée. Les serpents resserrèrent leur étreinte sur mon cerveau. Je me sentais mourir, petit feu. Quand je rouvris les yeux, je sus immédiatement où je me trouvais. Berlin, le 7 novembre 1923. L'air était froid et je venais de conclure une affaire juteuse plus ou moins légale. Je n'étais pas mort durant la guerre. Comme promis, l'adjudant Gorki m'avait sauvé, mais à quel prix ? Pour récompenser notre bravoure, nous avions reçu la croix de guerre. Ce qui me concerne, je l'avais revendue quelques semaines plus tard contre une vulgaire bouteille de schnapps. Mais au fait de guerre décorait suffisamment ma gueule à mon goût pour que je n'ai pas en plus à exhiber ma honte sur ma poitrine. L'explosion m'avait laissé complètement défiguré. La peau calcinée laissant apparaître les muscles et avec la moitié de la mâchoire en moins.
Je valais guère plus qu'un monstre de foire et mes concitoyens ne se gênaient pas trop pour me le rappeler. Loin d'être considéré comme un héros de guerre, on me traitait comme un moins que rien, me reprochant à demi-mot l'échec de la guerre et la situation de l'Allemagne. À force de subir ce traitement, j'étais moi-même convaincu que c'était normal. Plusieurs fois, j'avais failli mettre fin à mes jours, songeant qu'une nouvelle enveloppe apaiserait mes troubles intérieurs. Mais jamais je n'eus le courage de passer à l'acte. J'avais appris depuis un moment déjà que mes morts n'étaient pas sans conséquences. Je savais que mon aura se fissurait un peu plus à chaque fois et j'étais terrifié à l'idée des conséquences que cela pouvait avoir. De plus, je n'arrivais pas à chasser une phrase de mon esprit. Tu ne pourras pas éternellement fuir qui tu es. C'était un souvenir très ancien datant de ma rencontre avec Shimon Bar Yochai, un vieux sage qui m'a appris beaucoup sur moi-même. Il était convaincu que j'étais le juif errant et que ma destinée était liée à celle de son peuple. Quelle ironie quand j'y repense. En tout cas, loin de garder cette conviction pour lui, il la partagea avec tous ses fidèles qui firent passer le mot. C'est ainsi que je devins le protégé du peuple élu. Il me suffisait de m'identifier clairement pour recevoir gîte, couvert et protection. Pour autant, je m'en servis le moins possible. Cette idée me dérangeait, et me dérange encore plus aujourd'hui. L'après-guerre fut donc une période particulièrement sombre pour moi. Je vécus d'expédients, travaillant dans l'ombre plus que jamais. Le marché noir s'étant développé sous l'occupation française et la pègre ayant besoin de toutes sortes de talents, je sortis aisément mon épingle du jeu. Il m'arrivait encore d'aider mon prochain sans arrière-pensée, mais c'était plus souvent par accident que par choix réel. Ce soir-là, donc, le 7 novembre 1923, alors que je n'aspirais qu'à rentrer me terrer chez moi dans la pénombre bienveillante de la nuit, je tombais nez à nez avec l'adjudant Gorky. Trop occupé à fuir le monde qui m'entourait, je ne le reconnus pas. C'est lui qui m'interpella en me retenant par le bras. Il n'avait pas changé. Il affichait toujours le même sourire et son regard brillait encore de cette lueur d'idéalisme qui m'avait tant séduite. Ce soir-là, elle me donnait envie de lui crever les yeux. Il arborait fièrement toutes ses médailles, sa croix de guerre bien sûr, mais également son bras gauche, atrocement déformé, ainsi qu'une jambe de bois. Il était ravi de me voir et insista pour qu'on aille boire une pinte. J'eus pas la force de protester, son assurance était désarmante. Il me traîna donc dans une brasserie proche et nous nous installâmes pour discuter du temps passé. Comme d'habitude, je voulus prendre une table au fond pour ne pas me faire remarquer, mais l'adjudant insista pour qu'on se mette sur une table libre au milieu de la salle. Non seulement il n'avait aucune honte de son état, mais il en était fier. Ce fut très dur pour moi de l'admettre. Il me raconta ses dernières années. Il s'était lancé dans la politique et avait rejoint le Parti national-socialiste. Il m'expliqua que, comme moi, au sortir de l'hôpital, il s'était senti rejeté et avait eu du mal à retrouver une vie normale. Mais, sous les conseils de son médecin, il avait trouvé au sein du parti le soutien nécessaire pour lui permettre d'aller de l'avant. Il s'était donc engagé de plus en plus jusqu'à faire partie des dirigeants de la section de gymnastique et de sport du parti. Il m'apprit également que quelques-uns de nos anciens camarades l'avaient rejoint et avaient eux aussi trouvé une forme d'équilibre. Il parla longuement sans que je ne prenne jamais la peine de le couper. Je ne tenais pas particulièrement à parler de moi et son optimisme avait quelque chose d'apaisant. Il m'exposa son avis sur les conséquences de la guerre, sur l'état du pays et sur nos dirigeants. Et je pouvais difficilement contredire. Il mettait des mots sur mes frustrations et ma souffrance. Ça faisait du bien de se sentir enfin compris. Au cœur de la nuit, il remarqua l'heure et s'aperçut qu'il devait partir. Il m'expliqua qu'un important rendez-vous l'attendait demain et me demanda si j'aimerais voir l'histoire en marche. Une petite voix hurla au fond de moi que lorsque l'histoire se mettait en marche, c'était toujours pour écraser les hommes dans mon genre. Mais je répondis oui. La curiosité ou la confiance que m'inspirait Gorky était plus forte que la raison. J'avais envie de le suivre au bout du monde. Le lendemain, après un court repos, je me retrouvais donc dans une autre brasserie, la Burger Braukler, dans laquelle Gustav Van Kaar, un responsable d'une faction de droite, tenait un meeting. Caché au fond de la salle, j'observais en silence, me demandant à quoi cette réunion pourrait marquer l'histoire, quand une centaine d'hommes en armes prirent possession du lieu. Je reconnus sans mal mon ami parmi les meneurs. Un homme sortit des rangs et il ne ressemblait pas à grand-chose et sa tête ne m'évoquait rien. Il se présenta comme un des dirigeants du parti nazi, un certain Hitler. Il était petit, plutôt repoussant, mais il savait parler.
Et il me comprenait. Je crus réentendre le discours de mon ami la veille. Lui aussi connaissait ma frustration d'avoir perdu la guerre, mon sentiment d'être abandonné par mes dirigeants et ma souffrance d'être soumis à l'occupant. Nombreuses voix s'élevèrent dans le bar pour acquiescer à son discours. J'étais de cela. Il fallait que les choses changent. Son discours terminé, il nous laissa avec l'un de ses lieutenants, un certain Ernst Röhm, tandis qu'il emmenait von Kahr et les autres représentants de la droite à l'écart. Le but d'Hitler était simple, marcher sur Berlin. Et il aurait certainement pu réussir sans la trahison de von Kahr. Cela mit un terme au putsch, mais lança la carrière d'Hitler. Pour ma part, l'homme m'avait convaincu. Et moi qui, mieux que tout autre, aurais dû deviner comment les choses tourneraient, je m'engageais dans le parti nazi. J'entr'ouvris les yeux. Mon visage était collé au parquet de mon entrée. J'avais la gorge sèche et la faim me tiraillait. Je n'avais plus l'énergie de me déplacer et devais économiser mes forces. La chance voulut qu'un emballage de pizza et un paquet de bière entamé traînaient dans mon entrée. Je réussis, sans trop savoir comment, à ouvrir et renverser une bouteille. J'en lapais le contenu à même le sol pour m'hydrater, puis avalais quelques bouchées de la 4 saisons avant de m'enfoncer encore plus lourdement dans l'inconscience. Avec un peu de chance, je ne m'étoufferais pas dans mon vomi, pensais-je en sombrant. Une nouvelle décharge me replongea dans le passé. Quelque chose semblait vouloir obstinément se rappeler à moi, tandis qu'autre chose m'échappait toujours. Mon esprit écartelé entre une menace et un espoir semblait perdre pied. Si le putsch avait été un échec cuisant, il se révéla finalement une réussite inespérée pour le parti. Hitler était devenu un martyr, son procès fut une véritable tribune en sa faveur et ses idées se propageaient chaque jour un peu plus au sein du peuple en colère. Condamné à 5 ans d'emprisonnement pour trahison, il ne passa finalement même pas une année dans sa cellule. Un temps mis à profit pour repenser sa stratégie et poser les bases de son idéologie. À sa sortie, interdit de parler en public, il s'occupa de restructurer le parti et de le renforcer, tandis que ses adhérents étaient chaque jour plus nombreux. Moi-même, j'étais devenu un fervent partisan et Gorki avait insisté pour me présenter le docteur Menneke, celui-là même grâce à qui sa vie avait repris un sens. Nous nous croisâmes à plusieurs occasions, meetings, manifestations sportives ou juste au restaurant, et je prenais toujours un grand plaisir à converser avec lui. Je devins bientôt l'un de ses amis proches, me rendant toutes les semaines dans sa grande maison bourgeoise du cœur de Berlin pour des soirées informelles. Cette nouvelle amitié me faisait beaucoup de bien. Je remontais enfin la pente. En fait, tout aurait pu être parfait si cela ne m'avait pas éloigné de mon ancien ami l'adjudant-chef Gorki. Celui-ci ne semblait pas avoir supporté que je sympathise à ce point avec son docteur et commença très clairement à m'éviter. Je ne m'en rendis pas compte immédiatement, cela se fit tout doucement, par allusion, jusqu'à ce que je comprenne que je n'étais plus le bienvenu. Cela me blessa bien sûr, Gorki était un vrai héros à mes yeux. Un de ces hommes ordinaires qui avaient su dépasser leurs conditions tout en prenant soin des autres. Et la nature humaine nous rattrape toujours et la jalousie ronge même les plus vertueux. Je dus donc me faire une raison et arrêter d'essayer d'arranger les choses avec lui, préférant me concentrer sur mes nouveaux amis. Mais les choses n'allaient pas tarder à se gâter. Un soir, alors que j'arrivais en premier chez Menneke, je le surpris à essayer de me cacher quelque chose. Un objet de petite taille qu'il s'empressa de dissimuler dans un tiroir de son bureau dès qu'il m'entendit passer la porte. La culpabilité se lisait sur son visage et je savais bien pourquoi. Il ne m'avait suffi que d'1 seconde pour identifier l'objet de son embarras. Une orbe de Calix, un très ancien artefact servant à stabiliser des invocations. Pas vraiment l'objet le plus dangereux que je connaisse, mais suffisamment placé entre de mauvaises mains. Mon ami sourit d'un air gêné, murmurant « Ah, tu es déjà là ?» Je fis mine de n'avoir rien vu, songeant qu'une confrontation directe ne m'amènerait probablement à rien, et je m'excusais d'être arrivé en avance. « Tu te demandes ce que je faisais ?» reprit le docteur après un long silence, embarrassé. « Ah non, pas de souci, tu devais travailler, je suppose. » Fis-je de l'air le plus innocent qu'on puisse avoir avec la moitié de la mâchoire en moins. « Tu vas sûrement trouver ça stupide, poursuivit-il, visiblement désireux de s'épancher. En fait, je suis fasciné depuis toujours par la magie et un collectionneur m'a vendu cet objet en m'affirmant qu'il avait des pouvoirs. Il servirait à accomplir des rituels. » Je le regardais fixement, ne sachant quoi répondre. J'avais l'impression de me trouver devant un enfant fou de joie d'ouvrir son colis piégé de Noël. « Bon, j'arrête de te parler de ça, tu me prends pour un fou, conclut le docteur devant mon absence de réaction. « Non, non, c'est intéressant, repris-je, désireux d'en apprendre plus sur ses recherches. C'est juste que je ne m'attendais pas à ça de la part d'un scientifique. »« C'est vrai ?
Ça t'intéresse aussi ? Renchérit-il dans la foulée visiblement euphorique de me voir partager sa passion. Écoute, avec des amis, nous nous réunissons une fois par mois pour parler magie. Tu voudrais te joindre à nous ? Bien sûr, fut la seule chose que je trouvais à répondre. Comment pouvais-je dire non à une opportunité de surveiller un groupe de magiciens du dimanche ? S'il ne s'avérait vraiment pas dangereux, je pourrais toujours abandonner sous un prétexte quelconque, mais si je décelais le moindre souci, cela m'offrait l'occasion unique de pouvoir intervenir avant que ça ne devienne ingérable. C'est ainsi que je me retrouvais mêlé au club d'occultisme du parti. Un petit cercle de 6 personnes désireux de percer les arcanes de la vie et de voir comment cela pouvait aider le mouvement. Un but plutôt ambitieux que nous n'étions pas près d'atteindre. Le groupe était composé que de joyeux illuminés loin d'être une menace pour l'humanité. Il m'a paru très clairement qu'aucun membre ne s'y connaissait vraiment en magie et qu'il ne faisait que tâtonner. J'assistais donc à chaque réunion avec la bienveillance de l'éducateur apprenant à lire à des enfants en bas âge. J'essayais de guider le groupe, l'air de rien, dans la bonne direction pour éviter qu'il ne s'aventure dans des pratiques trop hasardeuses. Au final, nous n'allâmes jamais guère plus loin que de la recherche, de la méditation et du partage d'énergie. Ma vie avait pris un tournant plutôt plaisant. J'étais entouré de personnes qui m'appréciaient, je me sentais utile et bien dans ma peau malgré son piteux état. 1932 approchait, je ne le savais pas encore, mais le parti s'apprêtait à vivre de grands bouleversements, et moi avec. Une nuit que je rentrais d'un de nos rendez-vous occultes, je fus interpellé dans la rue par une voix connue. « Tu te crois spécial ?» vociférait Gorky, passablement éméché. « Tu te crois meilleur que nous ?» m'invectiva-t-il en me menaçant du doigt. La jalousie le dévorait, il ne supportait plus de ne plus bénéficier de l'attention du bon docteur et me révéla de précieuses informations dans son délire. Quelle ironie que, même inconsciemment, le capitaine ait agi en héros en me permettant d'ouvrir les yeux. Il explosa de rire et jubila en avouant que j'étais bien naïf de croire que nous nous étions retrouvés par hasard. Ce fameux soir, cela faisait déjà une semaine qu'il me cherchait pour le compte de Ménéqueux. Il était chargé de m'enrôler et de me faire innocemment rencontrer le bon docteur. Je m'étais laissé berner comme un débutant, il avait totalement endormi ma méfiance en me faisant croire que j'avais un coup d'avance. Mon prétendu ami avait fait exprès de se laisser surprendre, son but avait toujours été de m'enrôler dans son cercle de magiciens, un cercle qui cachait probablement bien son jeu. La vérité m'avait frappé brutalement, presque autant que la bouteille de schnapps que Gorky venait d'essayer de me fracasser sur le crâne. Je réagis d'instinct et l'assomma d'un coup dans le buffet. Il ne pensa même pas à l'esquiver tellement il était imbibé. Il me fallait fuir au plus vite, je m'étais laissé piéger dans quelque chose qui me dépassait, je devais m'en extraire sans tarder. Je rentrai précipitamment chez moi pour récupérer mon argent et les quelques objets précieux que je ne voulais pas qu'on me dérobe, puis je me rendis à la gare dès la première heure. N'importe quel train ferait l'affaire, je devais juste quitter le pays. Lorsque le train démarra, je pus enfin retrouver mon calme. Comment avais-je pu me laisser entraîner dans cette histoire ? Il était tellement évident que ça finirait mal. Comment avais-je pu me bercer d'illusions, mais surtout, qu'est-ce que le parti me voulait réellement ? Savait-il qui j'étais vraiment ? En proie au doute, je regardais le paysage enneigé défiler dehors, le train avait pour destination la Russie. Pas franchement ma destination de prédilection, mais le hasard avait tranché pour moi. De là-bas, je m'envolerais sûrement vers un ailleurs plus lointain. Mieux valait creuser l'écart entre Ménéqueux et moi tant que je n'en savais pas plus sur ses intentions. Seul dans ma cabine, je fus tenté de faire une sieste pour me remettre de la nuit blanche de la veille, mais choisis avant ça d'aller me vider la vessie pour pouvoir m'endormir plus serein. Et c'est arrivé devant les toilettes que je le vis. Gorky. Il était au bout du couloir qui me faisait face, dévisageant les voyageurs un à un et venait de croiser mon regard. Il fallait pas être devin pour comprendre ce qu'il voulait. Il avait probablement avoué son erreur au docteur et s'était retrouvé chargé de me retrouver. Je pris donc mes jambes à mon cou, bousculant une vieille dame au passage. Je traversai le wagon en courant. J'avais aucune chance de disparaître d'un train en marche, mais j'espérais réussir à me tenir éloigné de lui jusqu'à ce que la prochaine gare arrive. Après tout, sa patte folle ne lui permettrait pas de se déplacer bien vite. C'était donc avec cette idée en tête que je courais comme un forcené en quête d'un endroit plus discret. Ce faisant, je heurtai un jeune homme dans la force de l'âge et à la tenue me laissant peu de doute quant à son appartenance au parti. Évidemment, Gorky n'était pas seul. J'essayais de poursuivre ma route, mais l'homme me retint et me projeta contre la porte du wagon. Je n'avais pas de temps à perdre, Gorky allait nous rattraper d'ici peu. Je lançai donc ma valise sur mon adversaire tout en bondissant pour l'assommer. Surpris par la rapidité de ma contre-offensive, le jeune homme fut pris de court et se retrouva la tête dans le mur. Je profitais de son étourdissement pour ouvrir la porte du train avec la ferme intention de le jeter par-dessus bord, ce serait toujours un opposant de moins à affronter en cas de problème. Mais mon adversaire était plus résistant que prévu et brandissait désormais une arme. J'entendais Gorky arriver, j'étais acculé et ne trouvais rien d'autre à faire qu'un acte désespéré. Je profitais donc de la proximité pour agripper mon adversaire et nous propulser hors du train. Au loin, j'entendis hurler Gorky.
Tu ne vas pas mourir, rassure-toi. Rassure-toi, une voix que je connaissais. Une menace et une promesse entendue de tout temps. Mes souvenirs d'alors sont brumeux, mais je me sentis flotter comme si mon corps s'envolait. Je n'avais plus la moindre notion du temps. Peut-être étais-je finalement mort de faim dans l'entrée de mon appartement. Dans les ténèbres de mon inconscience émergea un visage. Il était indistinct, mais émanait de lui une douceur et une lumière qui m'irradia. Il évoquait quelque chose de puissant en moi sans que j'arrive à comprendre quoi. Je revivais en sa présence, j'avais envie de me battre, de lutter jusqu'à mon dernier souffle et de goûter à tous les fruits que la nature voudrait bien m'offrir. Mes lèvres effleurèrent celles de ma vision. Elles étaient douces et humides. Une puissante chaleur m'envahit. Mon baiser chaste devint plus hardi. Je ne suis pas sûre de ce qui arriva ensuite, mais mon corps tout entier s'y employa avec l'énergie du désespoir. Je me sentais revivre tandis qu'un souvenir vivace m'imprégnait. Le visage d'un homme que je ne connaissais pas, mais que j'aimais plus que tout. Alors que je m'endormais à nouveau dans des bras inconnus et chaleureux, un frisson me parcourut l'échine. Un serpent jaillit du passé et plus déterminé que jamais à étendre son influence. Bonjour et merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Diamant. J'espère que ce changement d'interprète vous aura plu. Il y en aura probablement d'autres par la suite, en fait, à chaque changement de corps. C'est une idée que j'aimais beaucoup et j'espère que ça vous plaît, à vous aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez aimé, à laisser un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne pour être averti quand il y aura de nouveaux épisodes. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.